Je m'appelle Adèle Lepilleur. Je suis actuellement interne en médecine générale en 3e semestre à Poitiers. Et je n'ai aucun conflit ni de lien d'intérêt à déclarer, si ce n'est que je travaille au sein de ma subdivision avec le professeur Virginie Migeot, ici présente, et que ce sujet m'intéresse. C'est un grand honneur pour moi d'animer cet atelier qui me tient particulièrement à cœur et dont j'espère vous faire partager l'intérêt. La santé publique est un sujet finalement peu connu et même abstrait pour les internes de médecine générale. Pour certains, parfois, il y a confusion entre prévention primaire et secondaire. Pour d'autres, parler de santé publique, c'est penser à la médecine du travail. D'autres, encore, penseront aux diverses campagnes nationales de sensibilisation et de prévention, comme le mois sans tabac ou les 5 fruits et légumes. Et il en existe d'autres. D'une certaine façon, vous n'avez pas tout à fait tort, mais la santé publique, c'est en effet bien plus que cela. Il faut voir en effet la santé publique à différentes échelles. Aujourd'hui, nous aimerions, grâce à nos intervenants, vous présenter un dézoom de la santé publique en France. Tout d'abord, à notre niveau, en cabinet de médecine générale, on peut rapporter la santé publique à la ROSP, Rémunération sur objectifs de santé publique, créée en 2011. La ROSP a pour but de contribuer à l'évolution des pratiques pour atteindre des objets de santé définis par la Convention de la Sécurité sociale. Il a donc été mis en place des indicateurs de contrôle qui sont modulables dans le temps. Malheureusement, il persiste des limites. Le docteur Marion Chauvet, ici présente, médecin généraliste à M-Laplagne et ancienne secrétaire générale de Réagir, le syndicat des jeunes médecins installés et remplaçants, nous éclairera sur la mise en place de la ROSP dans sa pratique en médecine générale et les limites qu'elle perçoit aujourd'hui. Par ailleurs, vous a-t-on déjà parlé des déterminants de la santé dans la relation du médecin généraliste et de sa patientèle ? Bien que méconnu, c'est un sujet qui nous touche de près et qui, après quelques explications, vous montrera votre participation déjà bien présente dans ce domaine. Pour ce faire, le professeur Virginie Migeot, chef de service de la santé publique au CHU de Poitiers, nous présentera ces déterminants pour mieux percevoir la place de la médecine générale dans la santé publique. Après avoir abordé la santé publique au sein du cabinet et de sa patientèle, nous nous intéresserons à cette dernière au niveau territorial, en parlant notamment des CPTS, Communautés professionnelles territoriales de santé, comme vient de nous en parler le ministre de la Santé, et du rôle du médecin généraliste dans les approches populationnelles. Je remercie à ce titre le docteur Sylvain Gauthier, médecin et assistant hospitalo-universitaire de santé publique et médecine sociale à Versailles, qui a bien voulu se joindre à nous aujourd'hui pour mieux aborder les enjeux des CPTS et du travail interprofessionnel dans un objectif de promouvoir la santé de façon plus générale. Finalement, l'objectif de cet atelier est de vous faire découvrir la santé publique au sein de la médecine générale. Je laisse donc tout d'abord la parole au docteur Marion Chauvet. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis médecin généraliste, installée depuis 9 ans, et ça fait 7 ans que je suis installée en maison de santé en Savoie, à M-Laplagne, sur un territoire où nous avons aussi un projet de CPTS. On pourra en reparler plus tard. Je suis aussi enseignante à la fac de Grenoble, et mon lien d'intérêt a déjà été énoncé. Je suis une ancienne secrétaire générale de Réagir, donc syndicat de jeunes généralistes,
pour lequel j'avais à l'époque travaillé justement sur la ROSP et sur des évolutions possibles, puisque si vous comptez bien, Adèle vous l'a dit, la ROSP, ça a commencé en 2011. Je suis installée depuis 9 ans, donc en gros, j'ai vu tout le parcours de la ROSP depuis que ça existe. Donc déjà, c'est quoi ? Donc dans ROSP, il y a rémunération sur objectif de santé publique. C'est une rémunération complémentaire du médecin qui n'est pas liée aux actes. Et ça concerne à l'heure actuelle le médecin traitant de l'adulte et de l'enfant. Donc pas forcément que les médecins généralistes, tous ceux qui sont déclarés comme médecins traitants par nos patients, mais aussi les cardiologues, les gastro-entérologues et les endocrinologues. Évidemment, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux médecins traitants de l'adulte et de l'enfant parce qu'en grande proportion, c'est plutôt des médecins généralistes, mais ça pourrait être aussi des pédiatres, des psychiatres, des cardiologues, tous ceux qui sont déclarés médecins traitants par les patients. Et c'est une rémunération qui est payée en direct par la Sécu sur des résultats de l'année précédente. C'est-à-dire que là, cette année, en 2020, normalement fin avril, on devrait être payé sur les résultats qu'on a faits au courant de l'année 2019. C'est vraiment débuté, les premiers paiements sont intervenus en 2012, avec des évolutions majeures dans le calcul en 2015 et en 2018, puisque c'est décidé avec la Sécu et les partenaires conventionnels, et il y a eu des grosses évolutions sur un peu ce que ça contient et comment c'est calculé, je vais vous expliquer après. Je suis trop petite, je ne vois pas le tableau, c'est pas pratique du tout. Voilà. C'est basé sur des indicateurs qui sont pour la plupart calculés par la Sécu et pour quelques autres déclarés par les médecins en direct. Donc, en fait, un peu sur la bonne foi, on dit allez, je crois que tel indicateur, j'ai fait tel résultat. La plupart, quand même, la Sécu préfère que ce soit des calculs qui viennent d'eux, au moins c'est juste, théoriquement. Comment ça marche ? Il y a plusieurs catégories pour l'adulte. On regarde les pathologies chroniques, la prévention et l'efficience des soins. Pour l'enfant, c'est surtout de la prévention. Il y avait des indicateurs de pathologies chroniques concernant l'ASP qui ont disparu. Et c'est un mode de calcul assez incompréhensible. Je me suis repenchée un peu dessus là, pour vous en parler aujourd'hui, et je ne vais pas vous en parler parce que c'est juste incompréhensible. Le calcul précis est vraiment pas limpide du tout. En fonction de chaque indicateur, on obtient des points, et les points sont multipliés par un tarif, et à la fin, ça donne des sous. On va plutôt s'intéresser à ce qu'il y a comme... voilà, par exemple, un exemple d'indicateur par des médecins traitants, par des patients médecins traitants traités par antidiabétiques qui ont bénéficié d'au moins 2 dosages d'hémoglobine glyquée dans l'année. Il y a un objectif à atteindre, minimal, et un objectif maximal. Il faut un nombre de patients diabétiques minimal. Si on a moins de 5 patients diabétiques, on n'aura de toute façon pas de sous, même si on est très bon pour ces 3-4 patients. Et on a un nombre maximal de points qu'on peut obtenir, ce qui nous fait des jolis tableaux comme ça à la fin. Ça, c'est un résultat possible pour cet indicateur-là. Et chaque indicateur fait ce genre de résultat. Vous avez en bleu la courbe du médecin, en vert la courbe moyenne des médecins de la région, en rouge les médecins au niveau national. Donc vous savez si vous faites bien, si vous faites mieux que les autres de votre région, mieux qu'au niveau national, si vous faites moins bien éventuellement, pour vous situer. Bon. Donc, comme autre type d'indicateur, je vous en ai donné quelques exemples. Les patients avec maladie coronaire qui sont sous triple traitement. Si, quand on est sous AVK, on a bien eu au moins autant de dosage d'INR que de délivrance de médicaments. Il y a tout ce qui est vaccination, dépistage des cancers. On a aussi tout ce qui est prescription dans le répertoire des génériques, par exemple. Voilà. Chez les enfants, ça concerne la vaccination, ça concerne le dépistage bucco-dentaire. Voilà. Des exemples d'indicateurs, il y en a, je n'ai plus le nombre exact en tête, mais enfin une bonne trentaine. C'est des indicateurs, voilà, comme je vous ai un peu dit, ils ne sont pas tous limpides. Il y en a certains qui plus est déclaratifs, où on ne sait pas bien ce qu'on doit déclarer parce qu'on ne
comprend pas bien l'indicateur. Les modes de calcul de comment c'est calculé ne sont pas toujours très compréhensibles. Et puis pour le côté indicateur qu'on doit déclarer nous-mêmes, il faut être plutôt doué avec l'informatique si on veut être précis dans ce qu'on déclare. Parce que, par exemple, savoir sortir dans sa patientèle le nombre de patients alcooliques et par ailleurs ceux à qui on a fait une intervention brève pour le sevrage en alcool, c'est pas forcément évident si vous avez mal rempli vos dossiers. Il faut très bien les remplir pour pouvoir sortir des chiffres précis. C'est super intéressant parce que certains indicateurs vous posent des questions sur sa pratique. Par exemple, typiquement l'alcool, ça fait se dire que peut-être qu'il faudrait que je pose plus souvent la question à mes patients de quelle est leur quantité de boisson. On a pareil le même indicateur sur le tabac. Ça fait réfléchir sur sa pratique, donc c'est pas inintéressant, mais pas toujours facile à remplir de manière très précise. Ce qu'on peut voir aussi comme limite, c'est qu'il s'agit d'indicateurs qui sont à l'échelle d'une patientèle, et qui plus est d'une patientèle que vous avez réellement vue dans l'année, et pas à l'échelle d'une population. C'est-à-dire qu'on ne compte que ceux qui sont déclarés médecins traitants dans votre cabinet, et pas l'échelle de la population, qui est plutôt une échelle qu'on regarde en santé publique. Et d'autres choses existent on en reparlera après avec les CPTS, avec les maisons de santé, qui sont plus à l'échelle de la population. La ROSP, ça reste à l'échelle d'une patientèle. C'est des indicateurs qui sont décidés au niveau national et qui ne sont donc pas toujours adaptés à un territoire donné. Ça fait un premier regard, ça fait des premiers éléments de regard sur sa pratique, mais pas forcément correspondant à chaque population. Par exemple, typiquement, quand je suis arrivée dans la région où je suis, j'ai une patientèle qui est très jeune, et donc j'ai mis très longtemps à avoir des patients avec pathologies chroniques, particulièrement des diabétiques ou des hypertendus. Et donc, les premières années, pas de point pour la ROSP sur ces patients-là, puisque je n'en avais pas assez pour déclencher la ROSP. Ce qui est du coup un peu dommage, parce que ça ne veut pas forcément dire que je prenais mal en charge la population sur mon territoire et que je ne faisais pas de la vaccination comme il faut ou quoi que ce soit. Mais ça ne correspondait pas au mode de calcul. Et puis, certains indicateurs sont décidés, et puis derrière, la science remet en question cet indicateur, ou en tout cas, un indicateur peut être sujet à caution, et vu les délais, puisque c'est des choses qui sont décidées par la convention médicale, et que la convention médicale, c'est tous les 5 ans, des fois, les indicateurs traînent un petit peu sur des choses pas forcément au fait des dernières données de la science. Malgré tout, c'est un premier pas sur la santé publique, puisqu'on parle de vaccination, d'efficience de soins avec tout ce qui est générique, etc. Ça permet un regard sur sa pratique. Ça permet peut-être déjà une diversification de sa rémunération. Pour ceux qui étaient en plénière ce matin, Frédéric Bizard l'évoquait sur le côté augmenter la part des forfaits pour la prise en charge populationnelle et partir sur plutôt la prise en charge de la santé et pas la prise en charge des soins. Et effectivement, ça participe, la rémunération sur objectif de santé publique, à avoir des sous qui arrivent pour autre chose que des actes, et donc de s'intéresser à la santé au sens plus général pour ces patients. Voilà. C'est un premier niveau de santé publique, mais il y a tellement d'autres choses à faire que je pense que c'est intéressant de s'intéresser à ce que les autres ont à nous dire. Merci. Je vous remercie, Dr Marion Chauvet, pour votre intervention. Je me tourne donc maintenant vers le professeur Virginie Migeot, qui va nous faire percevoir les déterminants de la santé dans la relation du médecin généraliste et de sa patientèle. Bonjour à tous.
Merci aux organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de venir à votre congrès. Je suis très, très honorée de participer à un de ces ateliers. Donc, comme l'a dit Adèle Lepiller, je suis professeure de santé publique à Poitiers. Comme lien d'intérêt, effectivement, je connais Adèle puisqu'elle est dans la subdivision et que je vais peut-être être amenée à diriger aussi, à co-diriger sa thèse. Mais quoi qu'il en soit, je suis ravie de cette mission qui m'a été demandée, de savoir effectivement comment un médecin généraliste pouvait être un agent spécial de santé publique. Alors moi, j'ai pas de diaporama pour peut-être essayer de déjà susciter chez vous un certain nombre de questions, mais je voudrais cadrer mon propos autour de 4 messages avant de laisser la parole à Sylvain Gauthier. Le premier message est que finalement, médecine générale et santé publique ont été longtemps 2 mondes parallèles. Parce que c'est vrai qu'il y a très longtemps, il y a 100 ans aujourd'hui, finalement, le premier qui a essayé de finalement montrer comment une action de santé publique pouvait se mener, c'était un bactériologiste américain. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de médecine, hein. Mais c'était ce bactériologiste expert en santé publique, il s'appelait Winslow, qui définissait la santé publique à la fois comme une science, mais aussi un art, à la fois pour prévenir les maladies, promouvoir la santé, mais à partir d'efforts coordonnés par la communauté. Donc d'emblée, évidemment, à l'époque, tout l'enjeu était de pouvoir améliorer la qualité de l'environnement, contrôler les maladies infectieuses, assainir un certain nombre d'éléments de l'environnement, mais aussi créer des dispositifs sociaux qui permettent aux personnes d'avoir peut-être un niveau de vie adéquat avec le maintien pour la santé. Donc, à ce moment-là, la santé publique s'est beaucoup orientée vers la mobilisation et l'élaboration de structures qui puissent permettre d'offrir les moyens de pouvoir faire passer un certain nombre de messages. Pour vous donner un exemple, on a créé ce que l'on appelait les gouttes de lait, qui étaient des structures qui permettaient aux jeunes mamans de venir en ville recevoir des conseils pour savoir comment élever leurs enfants. C'est finalement l'ancêtre de la protection maternelle infantile. Et donc, se sont multipliées un certain nombre de structures collectives dans le champ de la santé scolaire, dans le milieu du travail, pour essayer d'apporter, par des efforts groupés, collectifs, des réponses à la population générale. Mais, vous le savez, les progrès de la médecine ont été vraiment très importants, un essor très important des thérapeutiques, et la médecine générale a pu se développer et peut-être se centrer davantage sur des approches diagnostiques et thérapeutiques, peut-être en délaissant l'approche préventive, mais c'est vrai que à la disposition de la médecine générale, au cours du XXe siècle, on a eu évidemment un arsenal thérapeutique permettant finalement de se dire qu'on allait peut-être gagner la guerre contre la plupart des maladies. Et on a aussi peut-être insisté beaucoup sur la responsabilisation des individus face à leur comportement. Ne fumez pas, ne buvez pas, faites ci, faites ça, pour essayer de quand même agir sur un certain nombre de maladies chroniques pour lesquelles on n'avait pas forcément de traitement. Et donc, la santé publique, pendant ce temps-là, s'est certes professionnalisée, mais les actions sont restées très collectives. L'OMS, encore en 2002, redit que la santé publique ne va être finalement qu'un ensemble d'efforts qui vont être organisés par des institutions publiques grâce à des actions collectives. Pourquoi ce choix ? Parce que à l'époque, on voulait vraiment évaluer l'efficacité des actions et on se disait, quel que soit le risque de base de la population, il vaut mieux avoir une approche populationnelle et comme ça, on aura une efficacité en termes d'action. Et donc, les médecins généralistes, finalement, se sont davantage cantonnés à la prise en charge diagnostique et thérapeutique, sans pour autant, bien sûr, nier le fait qu'il y avait des démarches éducatives.
Et puis on s'est rendu compte que les messages adressés à la population ou les messages dits populationnels se sont avérés parfois inaudibles. Et on a beaucoup insisté sur l'intérêt du coup du médecin généraliste, et le ministre de la Santé l'a remis, on en a reparlé tout à l'heure, comme ambassadeur, c'est-à-dire finalement un lien entre le collectif et l'individuel. Pourquoi ? Eh bien parce que finalement, c'est vrai, le médecin généraliste est un professionnel de santé susceptible de décoder, de rendre audibles des messages, de pouvoir personnaliser ces messages et donc de pouvoir réaliser une prévention médicalisée auprès de sa patientèle. Donc, un certain nombre d'actions de dépistage ont été reliées auprès de la population via les médecins généralistes. Et puis, des démarches aussi incitatives auprès de la population se sont faites, où on incitait les patients et la population à parler à son médecin d'un certain nombre de choses, du dépistage, de la vaccination. Tout à l'heure, on a vu que les mesures deviennent de plus en plus incitatives. Là, Marion nous a présenté effectivement la ROSP, qui permet finalement d'intégrer dans sa pratique clinique vraiment des pratiques de santé publique et qui permet aussi, comme on l'a vu en miroir, de voir quelle est sa pratique et au regard des enjeux de santé publique qui ont été définis et qui sont en général aussi réactualisés d'année en année en fonction des connaissances. Donc ça permet de peut-être ouvrir davantage le champ dans sa pratique de la santé publique. Mais ce que l'on voit encore, c'est que finalement, on est très centré sur les risques, le repérage des risques, l'accompagnement des personnes à risque, l'identification d'un certain nombre de vulnérabilités. Et pourtant, on devrait pouvoir avoir une meilleure prise en compte de la globalité du patient si on avait une meilleure intégration dans sa pratique clinique en tant que médecin généraliste de ce que l'on appelle les déterminants de la santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce terme ? Ce sont en fait les conditions dans lesquelles une personne va naître, grandir, vivre, travailler, vieillir. C'est ce que l'on pourrait appeler les environnements de vie, c'est-à-dire là où elle travaille, là où elle habite, avec quel environnement familial elle est, dans quel réseau social elle évolue. Tous ces déterminants de santé, aujourd'hui, on sait, vont directement impacter l'état de la santé dans un sens comme dans un autre. Et ce n'est pas uniquement les comportements de la personne qui sont uniquement déterminants de sa santé. Si une personne consomme du tabac, eh bien peut-être aussi qu'il faut interroger soit son cadre social, soit son environnement de travail, soit justement l'absence de travail qui vont peut-être être directement en lien avec cette consommation. Donc il y a une meilleure compréhension aujourd'hui de qu'est-ce qui détermine la santé. Et donc ces déterminants de santé, bien sûr, ils vont évoluer tout au long de notre trajectoire de vie, en fonction justement de ces changements de cadre, de la naissance à l'adolescence, à la vie adulte et plus tard dans les derniers âges de la vie. Eh bien, tous ces déterminants vont bouger et la personne va être plus ou moins sujette à des environnements favorables à sa santé ou défavorables. Et donc, quel est le meilleur acteur qui permet de connaître ces environnements de vie? Eh bien, c'est le médecin généraliste. Ce médecin généraliste, il va pouvoir savoir quelles sont aujourd'hui les conditions de travail de son patient, les conditions de logement, est-ce qu'il est en rupture familiale, est-ce qu'il a un certain nombre de liens sociaux, est-ce qu'il a des difficultés par rapport à ses environnements. Et donc, finalement, le médecin généraliste, par sa proximité, par les relations qu'il va développer avec son patient, va pouvoir avoir une vision vraiment globale de la personne. Alors vous allez me dire, pour interroger sur ces déterminants de santé, eh bien, on n'a pas toujours le temps, dans une consultation, de pouvoir avoir ces informations. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut organiser finalement cette connaissance. Est-ce qu'il faut, certains le préconisent, dédier une consultation dédiée à la prévention, d'autres vont plutôt insister sur le fait de à chaque fois que je vois le patient, eh bien, je vais compléter mon inventaire, ma connaissance de son environnement de vie. Alors,
Dernière partie, c'est d'essayer de voir avec vous comment, finalement, le médecin généraliste peut-il être un agent spécial de santé publique. Au-delà, et c'est un plus, d'intégrer dans sa pratique des indicateurs, comme on l'a vu, de la ROSP, le Haut Conseil de santé publique a préconisé aussi une démarche complémentaire qu'ils ont appelée les pratiques cliniques préventives, c'est-à-dire d'essayer de façon plus systématique, prendre en compte les conditions des patients, les interroger sur leur état vaccinal, les interroger aussi sur le dépistage. Donc tout un tas de pratiques qui sont dans le champ de la prévention, mais comme elles sont nombreuses, l'enjeu est de savoir est-ce qu'on peut le faire seul, et peut-être que Sylvain nous donnera la réponse, est-ce qu'on peut le faire en une seule fois ? Et donc, c'est pour ça que je voulais vous raconter un peu la démarche que l'on a à Poitiers, au CHU de Poitiers, puisqu'on a ouvert une structure, une plateforme de prévention et de promotion de la santé, qui est une structure unique en France dans son format. C'est comme une maison avec 11 pièces de vie, donc il y a une cuisine, une salle à manger, une salle de bain, une chambre, etc. Et dans cette maison, en fait, sont organisés des ateliers collectifs pour des patients, pour des aidants ou pour tout usager, pour essayer de voir justement comment les déterminants de santé jouent sur eux. C'est-à-dire que chaque pièce, finalement, est un déterminant que l'on peut travailler. L'alimentation, le sommeil, les relations sociales, etc. Et ce qu'on a réussi à mettre en place au cours d'une année, et je voulais partager avec vous pour qu'on puisse en débattre, c'est finalement dédier une première consultation qui dure certes 1 heure, à partir d'un outil qui va évaluer les 22 thématiques, les 22 environnements de vie possibles d'une personne. Ça va des loisirs, du travail, des relations sentimentales, familiales, du traitement, etc. Et on va demander à la personne d'interroger ces environnements pour voir si elle a des questions, des problèmes. Mais surtout, et c'est là où je voudrais en venir pour aller beaucoup plus loin en tant que médecin généraliste, d'essayer d'identifier avec la personne quelles sont les ressources qu'elle peut mobiliser pour maintenir son état de santé, voire l'améliorer. Parce que, au-delà du repérage du risque, je pense que vous avez un rôle majeur aussi du repérage des ressources que peuvent avoir les patients pour pouvoir eux-mêmes être acteurs de leur santé et donc être acteurs de santé publique également. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les professionnels de santé qui doivent être les seuls détenteurs de la santé publique, il faut pouvoir aussi compter sur ces patients et on arrive par cette démarche centrée sur les ressources à remobiliser un certain nombre de choses qui sont favorables pour la santé. Donc la dernière, je dirais, proposition que je voudrais vous faire, c'est que après avoir été, je dirais, décalé par rapport à la santé publique, puis ambassadeur, puis intégré dans la ROSP, je vous propose que le médecin généraliste devienne demain un conseiller de vie. Et peut-être que dans un cadre territorial, il pourra en plus amplifier cette action. Je vous remercie. Je vous remercie, professeure Virginie Migeot, de nous avoir éclairci l'affaire. Et pour finir, je me tourne maintenant vers le docteur Sylvain Gauthier, qui va nous parler de la santé publique au niveau territorial et ses répercussions dans notre métier. Bon, je n'ai plus de titre, pardon. Bonjour à tous. Alors normalement il y avait un titre, vous m'excusez. Donc Sylvain Gauthier, effectivement, je suis assistant hospital universitaire à Versailles-Saint-Quentin, université francilienne mais un petit peu écartée. Donc on est encore, nous aussi, pas que parisiens. Et puis alors pour le coup, en guise de lien d'intérêt, je connais Virginie
Migeot, dans la mesure où ça a été mon enseignante, ma professeure de santé publique quand j'étais externe, parce que je viens de Poitiers moi aussi. Et puis, je suis assez, en réalité, très heureux et très ému d'être parmi vous aujourd'hui, parce qu'il y a quelques mois encore, j'étais dans la représentation syndicale. Je suis un jeune professionnel sorti de l'internat. Je n'étais pas dans les bancs de l'ISNAR, mais en l'occurrence à l'ISNI. Et donc, voilà, ça m'émeut un peu d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, moi, je voulais d'emblée commencer en fait mon intervention pour faire le lien avec ce que nous a dit Virginie, en l'occurrence à l'instant, par un témoignage que j'ai recueilli dans le cadre de ma thèse d'un jeune professionnel, un médecin généraliste comme vous, qui exerce en maison de santé pluriprofessionnelle en Île-de-France, récemment installé, qui me disait en fait, qui faisait sien les propos finalement de Virginie s'agissant des déterminants de santé, puisqu'il me disait finalement, quand on cherche à améliorer l'état de santé de la population, c'est vain que d'augmenter son nombre de consultations. Le sujet, il est surtout de s'intéresser aux déterminants de la santé. Et à cet égard, il était relativement lucide sur ce qu'il pouvait assumer, entre guillemets, comme déterminant de santé, et puis au contraire, ce qui pour lui était de l'ordre de l'impossible. Il me citait par exemple les conditions de logement, une problématique importante en Île-de-France, mais en me disant parallèlement, par contre, je peux agir sur l'activité physique, sur les connaissances en santé, sur les connaissances qui permettent d'utiliser le système de santé, sur l'alimentation, sur la formation sur les drogues, sur les produits, sur le développement. Et il concluait, alors avec une pointe sans doute de déception quant à ce qui lui était proposé dans le système de santé actuellement, que finalement, alors qu'il a fait 10 ans d'études, on lui disait « fais des bons diagnostics et donne de bons traitements », mais c'est moyennement efficace sur la santé des populations et des gens. Et donc pour lui, voilà, ça le mettait un petit peu en difficulté quant à ce qu'il pouvait proposer demain. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Dans le cadre de l'émergence des CPTS et donc de la santé territoriale, on pourra éventuellement satisfaire à ses aspirations. Alors je voulais partir, je suis désolé, j'ai aussi une formation de juriste, alors je pars souvent des textes qui sont proposés initialement. Je suis désolé, normalement c'était pas comme ça, il y avait pas autant d'animation, mais c'est pas grave. Juste pour vous dire que voilà, dans le code de santé publique, on a déjà les professionnels, les médecins de façon générale ont des obligations de santé publique en matière de déclaration de maladies obligatoires, en matière de prévention, de dépistage, en particulier dans des contextes sanitaires urgents. Vous avez également des notions dans le code de déontologie médicale, puisque dès l'article 2, qui est annexé au code de santé publique, vous avez le médecin qui est au service de l'individu et de la santé publique, donc on a bien la dimension populationnelle qui jaillit dans le code de déontologie médicale. Et puis, peut-être plus proche de vous, en tout cas à ce stade, ce sont les maquettes de formation, et plus particulièrement dans le cadre de la réforme du 3e cycle des études de médecine. On a eu, à l'occasion de l'arrêté du 12 avril 2017, un point extrêmement important disant que tous les professionnels, les médecins en l'occurrence, sont acteurs de santé publique et qu'à ce titre-là, ils agissent sur la qualité, la sécurité des soins dans une vision globale de la santé des populations. Je voulais souligner également, puisque c'est un rapport qui avait été commis il y a maintenant près de 10 ans, mais de la Société française de santé publique, autour de la place du médecin généraliste et de son articulation avec la santé publique, en prolongement évidemment de ces notions. Et là encore, il insistait particulièrement sur les questions de prévention, mais sous un angle de pratique clinique préventive que nous a évoqué Virginie Migeot justement, ou encore du rôle de la médecine générale dans la coordination, les coopérations évidemment avec d'autres professionnels. Et là, on bascule véritablement dans ce qu'on connaît, à savoir, enfin, ce dont je vais vous parler, la dimension territoriale. Et précisément, le renforcement de cette valence santé publique actuellement de la médecine générale, on peut y voir un certain nombre d'éléments de contexte favorables à ce renforcement, en particulier une démographie médicale propice à cette collaboration, puisque évidemment moins de médecins, ça nécessite parfois de devoir se serrer les coudes entre confrères, mais aussi avec d'autres professionnels de santé, donc ça participe d'une collaboration aussi pluriprofessionnelle, je le mets en dessous, l'exercice pluriprofessionnel. C'est également à la faveur des exercices regroupés et coordonnés que les professionnels se retrouvent à travailler de concert et à pouvoir co-construire, on le verra, des interventions sur les territoires. Et puis on pourrait le penser à un portage politique volontariste. J'ai volontairement mis un point d'interrogation parce qu'il faut des actes évidemment à travers les discours, mais au moins on peut se satisfaire de la mise en œuvre du service sanitaire des étudiants en santé par exemple, qui est inclus dans cette démarche de plus de prévention, en tout cas dans la formation initiale des étudiants. Je voulais souligner surtout la notion de responsabilité populationnelle, qui est une notion qui est apparue en Amérique du Nord dans les années 2000 et qui a peiné en fait à émerger sur la scène française. En réalité, est évoquée dans un certain nombre de rapports du Haut Conseil de santé publique, appropriés par la Fédération hospitalière de France au décours d'un rapport récent, là aussi, dans 2017-2018.
mais non formellement inscrit dans le droit, du moins jusqu'à ce que le sujet soit politiquement investi, en particulier dans le cadre du quinquennat précédent, lorsque Marisol Touraine déclarait vouloir un service public territorial de santé, un sujet qui a été très largement décrié par les libéraux, craignant une forme d'étatisation de leur exercice de vie et exercice libéral. Et donc, ce service public territorial de santé a donné une forme dégradée qui a été créée par les professionnels pour les professionnels, que sont les communautés professionnelles territoriales de santé, et traduit finalement dans la loi depuis Ma Santé 2022, disant, alors là je me retourne parce que moi j'ai un bandeau, l'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de l'amélioration de la santé de la population de ce territoire, ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire. Mais on est bien ici dans une traduction concrète de ce qu'est la responsabilité populationnelle et la dimension territoriale de cette responsabilité. On va y revenir. Donc un contexte français qui colore cette mise en œuvre, et il faut bien voir que la responsabilité populationnelle, comme on l'entend, souvent on se dit, oh là là, attention, responsable, ça veut dire qu'on nous donne une responsabilité, on se rend responsable de quelque chose, on va nous demander de rendre des comptes. Certes, mais c'est surtout, je pense, et je le décris comme ça, un processus de changement, une forme de mise en responsabilité volontaire de la part des professionnels territoriaux, une forme de responsabilisation par eux-mêmes au bénéfice de la santé de la population. Et donc, on pourrait décrire cette responsabilité populationnelle, tel que je vous le dis ici, une forme de manière dont l'ensemble des acteurs d'un même territoire décident d'œuvrer ensemble dans une démarche projet, une démarche collective, non par des actions segmentées, individuelles, non concertées, mais bien véritablement de concert pour améliorer l'état de santé de la population d'un même territoire. 3 changements majeurs, un changement d'objectif, et ça je pense qu'on l'a bien évoqué, puisqu'on passe du curatif au préventif avec une intention forte aux déterminants de santé, un changement ici, voilà, c'est le public ici, un changement de public puisqu'on ne s'intéresse plus seulement aux malades, mais aussi aux bien portants, à l'ensemble des composantes d'une population, et c'est un sujet non négligeable. Et puis du coup le changement d'échelle qui est formidable, mais qui effectivement fait qu'en sorte on traite la question du territoire, et particulièrement dans ce contexte de l'organisation de l'offre et de l'accès à des différents services proposés sur le territoire, avec un principe d'action unique qui est celui de dire partons non plus de l'offre existante, mais véritablement des besoins de santé de la population du territoire. Et donc cette fameuse CPTS, puisque c'est un peu ce sur quoi on attend de parler, elle est introduite dans le Code de santé publique. De quoi s'agit-il? C'est un regroupement de professionnels, vous savez, de différents professionnels de santé, pas seulement des médecins, bien au contraire, mais aussi des infirmiers du territoire, des pharmaciens, des kinés, des professionnels médecins spécialistes, des professionnels c'est écrit effectivement, des acteurs du social et du médico-social, qui vont concourir à proposer, évidemment, au regard d'un diagnostic préalablement établi, à proposer des solutions pour régler un certain nombre de situations, de besoins de santé identifiés sur le territoire, un territoire donné. C'est un outil, comme on dit, de coordination territoriale, avec un concept qui est né à l'occasion de la formalisation de ces CPTS, à distinguer de la coordination clinique de proximité, qui est celle qui concerne les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé, les équipes de soins primaires, qui est un petit peu ce que décrivait Virginie Migeot préalablement, autour de la patientèle véritablement, et donc qui vient en réalité en prolongement du colloque singulier et de la consultation du quotidien, et prolongement de cette consultation du quotidien. Là, on est sur une échelle différente puisqu'on est effectivement au sein du territoire. Je passe sur les éléments. Très important, les missions. Je vous invite à aller jeter un œil pour ceux d'entre vous qui sortent de l'internat et qui peut-être demain vont intégrer des CPTS ou contribuer à formaliser les CPTS qui sont naissantes sur leur territoire, voire même en créer quand il n'y a pas de dynamique locale. Les différentes missions qui ont été stabilisées dans le cadre d'un accord conventionnel interprofessionnel signé entre les syndicats professionnels et l'assurance maladie, et qui donc prévoit des rémunérations pour un certain nombre de ces missions, en l'occurrence des financements. Je voulais citer en particulier le financement qui est celui du développement des actions territoriales de prévention,
qui un temps ne devait pas être inclus dans les missions SOC, mais qui finalement l'a été, et qui peut faire que fonction de la taille de la CPTS, puisque vous avez des CPTS de taille différente selon la population couverte, les CPTS en elles-mêmes pourront toucher entre 20 000 et 40 000 euros sur ces missions pour la réalisation de ces missions, ce qui est non négligeable, et au total, des financements qui peuvent atteindre 380 000 euros sur les plus grosses CPTS. Je voulais finir par, finalement, concrètement, qu'est-ce qu'on observe déjà et qu'est-ce qui pourra demain se faire dans le contexte de ces CPTS. Évidemment, des actions de prévention primaire, des actions de prévention secondaire. Alors, je ne rentre pas dans le sujet du détail, de l'archi-détail, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut voir? Moi, sans tabac, vous connaissez sans doute au moins qu'au mois de novembre, maintenant la Santé publique France invite les fumeurs à arrêter de fumer collectivement durant 1 mois. On voit d'ores et déjà que certaines CPTS s'emparent de ce sujet et proposent de recevoir des fumeurs dans des conditions sous forme d'un peu d'atelier dans des maisons de santé pluriprofessionnelles du territoire, distribuer des kits commandés par les pharmaciens et disponibles en tout point de ce territoire. Et ce sont donc là des dynamiques accentuées, accélérées, populationnelles dans le cadre de Mois sans tabac. Des ateliers du bien manger, c'est le cas par exemple dans certaines CPTS voilà, que moi j'ai pu visiter dans le cadre de ma thèse, mais qui sont évidemment nombreuses à faire cela. J'ai cité celui-ci parce que je trouve qu'il est marrant, l'atelier de désobstruction rhinopharyngée, où on est dans finalement de l'éducation pour la santé, enfin à la santé en l'occurrence des nourrissons, mais de la part des parents, en l'occurrence des mamans qui viennent avec leurs jeunes nourrissons et qui apprennent à des gestes un peu techniques malgré tout, mais qui finalement sont salutaires dans l'accueil de ce nourrisson à domicile. Et puis évidemment des actions de prévention plus larges. Je cite par exemple voilà, le dépistage de maladies sexuellement transmissibles dans des foyers de jeunes, de travailleurs migrants, dans une démarche d'aller vers, et qui a l'intérêt, par exemple dans le cadre d'une CPTS du 13e arrondissement qui fait ça, l'intérêt de pouvoir mêler l'action sanitaire à l'action sociale, puisque des travailleurs sociaux se déplacent, et il y a également en parallèle de l'action sanitaire, qui est souvent limitée bien sûr, puisque elle ne répond qu'à des préoccupations, je dirais presque corporelles. Là, on a également de l'ouverture de droits et la possibilité pour ces travailleurs migrants derrière d'avoir sur le long terme une inclusion dans le dispositif de remboursement, d'assurance maladie, etc. Dépistage du mélanome sur le territoire à l'occasion de certains mois de prévention. Et on a aussi, par exemple, le mois du diabète. J'ai vu ça dans la région centre, qui n'est pas très loin de Poitiers finalement, où en fait, ce sont les pharmaciens qui faisaient le travail de dépister, puisqu'ils ont plus de temps plus de temps disponible que le médecin lui-même, et donc en l'occurrence il dépistait par des glycémies capillaires les patients venant se présenter d'eux-mêmes à la pharmacie, et puis orientait en fonction des résultats avec un protocole bien stabilisé vers les médecins du territoire en fonction évidemment de la situation quand elle l'appelait. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des tonnes de choses à faire, mais en tout cas un partenariat pluriprofessionnel, territorialisé, et on est dans une belle dynamique. Je vous remercie, Dr Sylvain Gauthier, pour vos explications. Je vous présente du coup ma bibliographie que vous pourrez retrouver sur le stand de l'ISNAR-IMG. Et donc maintenant, je vous propose, chers co-internes, de vous laisser la parole pour poser vos questions à nos intervenants. Bonjour, Aurélie de Toulouse. Vous avez parlé de la rémunération et la performance. Je me demandais, quand on a une activité salariale, du coup, est-ce qu'on pouvait la toucher aussi? Non, ça ne marche pas. La ROS ne concerne que les libéraux. Bonjour, c'est toujours sur la ROS. Je voulais savoir si on était médecin remplaçant régulier dans un cabinet, genre tous les lundis, mardis pendant 1 an,
est-ce qu'on pouvait quand même recevoir un peu Non plus, c'est que pour les installés. Donc les libéraux installés. Okay. Alors après, par contre, alors déjà normalement, je sors de la réponse à la question, mais normalement un contrat régulier de remplacement, ça doit être limité dans le temps. C'est pas prévu. Si on doit remplacer tous les lundis, mardis, ça doit être un contrat de collaboration et pas un contrat de remplacement. Alors à la limite, il faut avoir la thèse. Et quand on est collaborateur, ça équivaut à une installation, et là on touche une rémunération sur objectif de santé publique. Après, libre à vous, quand vous, par exemple, participez sur un territoire ou quand vous remplacez plusieurs médecins au sein d'un cabinet, en tant que remplaçant, ce que vous allez faire va rentrer dans la ROSP du médecin installé. Donc, dans les deux sens, vous pouvez lui améliorer sa ROSP, mais vous pouvez aussi la dégrader. Dans les indicateurs de la ROSP, il y a la prescription d'antibiotiques. Si l'installé en prescrit pas et que vous en prescrivez beaucoup, vous allez lui planter son calcul, mais à l'inverse, vous pouvez lui améliorer. Donc si vous remplacez très longtemps, je pense par exemple à des remplacements de congé maternité, vous pouvez tout à fait négocier que dans votre rétrocession, il y ait soit une majoration du taux parce que vous remplacez longtemps et que vous allez participer à la rémunération sur objectif de santé publique, soit une part de cette ROSP, puisque je vous rappelle que dans les contrats de remplacement, c'est prévu que c'est sur tous les actes perçus et à percevoir, y compris les forfaits. Je me permets aussi de compléter. Je ne sais pas d'ailleurs si on a donné un montant global annuel moyen de ROSP, mais si c'est calculé. De mémoire, c'était entre 5 et 6 000 euros, ouais, c'est ça. Et puis par ailleurs, il faut bien voir que la ROSP est ajustée sur la patientèle en fait, du praticien. Donc évidemment, il faut pouvoir ça l'estimer, le calculer. C'est la CNAM qui fait le travail sur la base évidemment des patients qui consultent le médecin en question. Et donc voilà. C'est la raison pour laquelle, sur le remplacement, ça ne peut pas passer. Puis sur le salariat non plus, pour le coup, c'est compliqué. À propos de la prise en charge en santé publique par le médecin généraliste, vous avez parlé des déterminants de santé. C'est vrai qu'à l'hôpital, on a très peu tendance à l'évoquer. Et aussi, on nous a appris la prise en charge biopsychosociale. Et dans la prise en charge psychologique, comment vous vous y prenez? Est-ce que vous regardez un peu la personnalité du patient, les fameuses personnalités A, B, C par exemple? A qui s'exprime beaucoup, et C qui va être très anxieuse et plutôt timide, avec la personnalité B qui est intermédiaire. Du coup, comment vous voyez la prise en charge psychologique aussi? Merci. Merci pour votre question. Alors, j'ai pas de solution miracle. En réfléchissant et en discutant avec les uns et les autres, ce que je me disais qui pourrait être possible, c'est-à-dire que la confiance que vous pouvez avoir mis en place avec votre patient nécessite forcément du temps, et effectivement, avec la possibilité de repérer des personnalités qui sont plus ou moins faciles et qui communiquent plus ou moins. Il me semble que, en tout cas, pour avoir vu et comparé l'évaluation des besoins des patients qui sont atteints de maladies chroniques dans certaines consultations de l'hôpital et dans notre structure, c'est certains confrères qui me l'ont souligné, c'est que finalement, et moi je l'ai vu parce que même si c'est surtout mes collègues qui le font, mais j'ai pu y participer, cette consultation, elle s'appuie sur un outil validé, qui est un outil qui a été mis en place plutôt par les ergothérapeutes, et qui est avec des cartes, et ces cartes sont très figuratives, donc il n'y a pas aussi, je dirais, de nécessité de bien savoir lire, de bien se positionner, donc on n'a pas besoin d'évaluer le niveau de littératie de la personne, donc de sa capacité à comprendre les informations. Et en fait, le temps permet, notamment au profil des personnes qui sont moins enclins à communiquer,
à petit à petit, parce qu'on leur demande de positionner ces cartes selon qu'il y a des questions, un problème ou pas de problème, si c'est prioritaire ou pas, si c'est urgent ou pas. Et au fur et à mesure de la consultation, les personnes, même les plus timides et les plus réservées, vont finir par aborder les problématiques sur lesquelles elles ont envie de travailler, mais aussi les ressources qu'elles arrivent à trouver. Et elles perçoivent très bien en fait l'effet domino, c'est-à-dire finalement si je ne suis pas bien aujourd'hui, c'est parce que je me sens seule, que je ne sors plus et donc j'ai peur et donc j'ai des troubles de l'équilibre et on aura tendance, professionnels de santé, à dire bon, troubles de l'équilibre, donc bon, je vais explorer les vertiges, la prévention des chutes et en fait la raison de cette problématique est plutôt l'isolement. Donc pour résumer, il me semble que ce serait peut-être intéressant qu'un médecin généraliste puisse un jour se dire je vais consacrer une consultation à cette évaluation et après, en fait, les choses se déroulent beaucoup plus facilement. C'est l'intuition que j'ai, en tout cas c'est l'expérience que l'on a. En fait, il y a comme un déclic et en plus, la connaissance de ces dominos permet aussi aux professionnels de santé et donc aux médecins généralistes de réactiver en disant « mais vous m'aviez dit que vous aviez une amie qui pouvait vous aider à sortir ». Et donc, voilà, pour moi, je pense qu'il faut consacrer au moins une fois un temps et après, les choses peuvent s'enclencher. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question. Ça a le double intérêt, enfin je rebondis du coup, qu'effectivement on n'est pas ensuite, quand survient une pathologie ou en tout cas quand il y a par exemple une conduite addictive à risque, je pense à la consommation de tabac, consommation d'alcool, on n'est pas en tant que professionnel soi-même dans une forme de culpabilisation de l'autre et c'est ce que vous disait Virginie quand elle disait recherche du risque et focalisation sur le risque, c'est extrêmement important que d'aller, enfin je crois, hein, vraiment vers les effets systémiques, les effets justement populationnels. Il est clair que en fonction de sa profession, on le sait, en fonction et ce sont tout ça les déterminants de santé, en fonction de la nature de son logement, de la situation scolaire de ses enfants, etc. On peut être conduit à tomber dans des consommations par exemple addictives. Et il est clair que poser des mots scientifiquement robustes, etc. C'est pas toujours la bonne solution. Il est sans doute plus aisé de capter finalement l'élément le plus concret, mais celui qui nous saute aux yeux, et c'est souvent une meilleure réponse, et surtout on positionne les choses non pas sur l'individu, mais sur le système qui l'entoure, et ça permet de trouver des solutions avec lui, et pour lui. Je vais encore compléter. Il me semble aussi, il y a quand même un truc, c'est que pour que nous, médecins généralistes, on puisse faire cette démarche auprès des gens, il faut qu'ils viennent nous voir. Et parce qu'on ne peut le faire qu'auprès des gens qu'on voit. Et donc, il y a peut-être aussi une information globale à faire auprès de tous, que le médecin généraliste peut être là pour prévenir le maintien de la bonne santé. Et donc, il n'y a pas forcément besoin de le voir que quand on est malade. Vous avez tous entendu parler des problématiques des certificats de sport. Ça dépend. On pestait un peu sur à quoi sert on peste un peu sur à quoi sert le certificat de sport, etc. C'est pas une consultation qui est prise en charge par la Sécu parce que c'est pas du soin. Est-ce que c'est pas justement un moment à utiliser pour faire de la prévention plus large, pour faire du dépistage des IST, pour faire parce qu'évidemment, si vous vous concentrez que sur le sport, ça va être vite vu. Mais c'est le moment de parler tabac, c'est le moment de parler milieu de vie, c'est le moment de parler de beaucoup d'autres choses. Mais il faut que les gens viennent nous voir pour ça. Voilà. C'est pour ça que je proposais, mais c'était après discussion avec des collègues, du terme de conseiller de vie, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut être là en tant que professionnel sollicitable pour avoir des conseils par rapport à sa vie et donc au maintien de sa santé. Bonjour, Raphaël Dachicourt, interne à Lille. Ma question porte sur les CPTS. On voit que c'est une structure assez récente, avec une approche intéressante pour passer de patientèle à population. Cependant, ça demande du coup de libérer beaucoup de temps médical face aux patients.
dans un contexte de démographie médicale assez difficile, où on manque clairement de médecins et où on tente de nous imposer la coercition, est-ce qu'on n'a pas un risque justement là-dessus, en libérant ce temps médical, de créer aussi un problème d'offre de soins ? On va répondre peut-être tous collectivement, je pense, sur le sujet, parce que finalement, ce que disait Marion aussi me faisait penser à la même question. Il est clair que, oui, aller voir son médecin pour des sujets pas nécessairement immédiatement triviaux de soins, ça peut être compliqué quand on appelle le matin à 8h et qu'en l'occurrence, c'est difficile, il n'y a plus de consultation dans la journée. Donc, bien sûr, c'est tout le sujet est là. Comment on arrive à reprendre, à trouver du temps médical ? Alors, bon, il y a des propositions qui ont été faites, je passe sur les assistants médicaux, etc., et leur implémentation, parce que les choses sont toujours beaucoup plus compliquées en termes de mise en œuvre que d'idées. En revanche, ce qui est quand même une tendance lourde, c'est que ces coopérations territoriales et pluriprofessionnelles vont quand même faire tendre à ce qu'il y ait des relais immédiats et faciles, quoi. C'est-à-dire que le médecin, travaillant dans un contexte favorable pour lui, pour orienter immédiatement un patient dont il identifie qu'il y a une problématique sociale vers un travailleur social, lorsqu'il identifie qu'il y a une problématique liée à l'alimentation vers une diététicienne, quand il y a un sujet rééducation vers son collègue kiné, etc., ça va, à mon sens en tout cas, éviter d'emboliser un temps de consultation excessif. Et puis par ailleurs, d'autres professionnels peuvent prendre le relais aussi d'un certain nombre de ces sujets et être des vigies pour le médecin, avec des temps finalement dédiés qui ne sont pas des temps perdus, bien au contraire, c'est extrêmement précieux, de coordination, de discussion de dossiers collégialement et collectivement. Moi, ce que j'ai vu dans les CPTS, c'est que précisément c'était organisé, et c'est ce que les professionnels appréciaient, c'est l'interconnaissance, se connaître entre nous professionnels de santé, et partager des informations et du temps d'information sur le patient, parce qu'on est amené à tous le rencontrer. Voilà. Qu'on soit en CPTS ou qu'on soit en maison de santé, voire les deux, puisque moi en l'occurrence c'est le cas, c'est du temps qu'il faut accepter de perdre. Parce que pour la population qu'on a sur son territoire, pour effectivement ce côté interconnaissance des différents acteurs, c'est juste capital de perdre ce temps. C'est du temps perdu sur le moment, mais qu'on va gagner à la fin, parce que c'est quand même vachement plus facile de décrocher son téléphone quand la personne à qui on a au bout du fil, on l'a déjà vue en réunion, on la connaît, et parce du coup on va pas tâtonner, on va appeler tout de suite la bonne personne, parce qu'effectivement on a discuté entre nous sur une situation complexe pour une famille, etc. Il faut écouter les infirmiers, il faut écouter les kinés qui vont au domicile des gens, qui ont des choses hallucinantes à nous raconter. Et toutes ces choses-là, oui, c'est du temps perdu, mais au final, pas tant que ça. Et puis, ces nouvelles organisations permettent aussi maintenant des financements de ces temps perdus. Alors, pas encore trop les CPTS, mais les maisons de santé le permettent, avec des rémunérations qui arrivent pour ces temps de coordination. Pour ceux qui étaient à la plénière de ce matin, Frédéric Bizard évoquait 12% dans les revenus de médecins autres que l'acte. Personnellement, je suis à 25% en étant en maison de santé, entre la rémunération sur objectif de santé publique, le forfait structure, les sous qui arrivent de la maison de santé pour tous les projets de prévention, les temps de coordination, parce que je pourrais vous citer tous les projets de prévention qu'on a dans la maison de santé. Oui, c'est du temps, oui, c'est des fois des choses qu'on fait sur des samedis, sur des jours de congé, etc. Mais alors, c'est sympa, on voit nos patients autrement, on voit les collègues autrement, et du coup, au final, on est bien dans nos métiers, on est bien avec nos patients, et c'est un gain pour tout le monde. Il y a le barbecue CPTS tous les ans qui est organisé, peut-être pas complètement, au moins la maison de santé pluripro. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais je pense que vous avez raison, juste le temps que le micro arrive là-bas, je pense que le mode d'exercice tel qu'il a été jusqu'à présent, peut-être jusqu'à la fin du XXe siècle pratiqué, où le médecin apporte une réponse à une question, je pense que mieux connaître ses patients à travers la démarche dont on a parlé, et mieux connaître les professionnels qui sont sur ce territoire, c'est du temps, mais en fait, il y a vraiment un retour sur investissement sur tous les plans, à la fois pour sa qualité de vie au travail,
et à la fois pour la prise en charge des patients et pour pouvoir leur apporter une réponse peut-être différente que celle qu'on devait apporter avant. Donc je pense que c'est un temps à investir au départ, mais qui est vraiment très positif pour soi et pour la population en général. Comme l'a si bien rappelé le docteur Gauthier, le médecin généraliste est un médecin au service du patient, de l'individu et de la santé publique. Ma question, enfin n'est pas vraiment une question, mais plutôt une remarque. S'il est agréable de voir que des mesures comme la ROSP permettent de voir la médecine à travers le spectre de la santé publique, encourage les médecins à faire ce genre d'action. Et d'ailleurs, il est agréable aussi de voir que certaines actions vont être faites pour mener des préventions primaires, comme vous le disiez. À partir de quel moment va-t-on se rendre compte que si l'on veut intégrer les déterminants de santé des patients, à savoir connaître les patients dans leur vie et permettre d'apporter des solutions en rapport avec cela, ça ne passe malheureusement pas avec des consultations qui sont tarifées en convention à 25 €. Il y a un moment, je pense qu'il faudra peut-être aussi se rendre compte que si on veut faire ce métier correctement, et comme le souligne encore une fois le professeur Migeot, s'intéresser à l'environnement du patient, cela passe avec plus de temps, plus d'écoute, et comment encourager les médecins à faire ce temps d'écoute supplémentaire, si ce n'est en leur laissant l'opportunité aussi de rémunération de le faire. Tout à fait, hein, mais il faut aussi croiser les outils qui se mettent en place. Donc bon, je radote, hein, mais maison de santé, CPTS, infirmière de santé publique, le dispositif Azalée, qui est un super dispositif pour connaître aussi des choses sur ces patients, parce que les infirmières Azalée, elles ont 1 heure par consultation et elles recueillent un nombre de données hallucinant. Et l'infirmière Azalée, elle ne travaille pas toute seule dans son coin, elle vous parle, elle doit vous parler à vous en tant que médecin. Ça permet des temps d'échange, ça vous permet des informations supplémentaires sur lesquelles rebondir la fois suivante quand vous voyez le patient. On est d'accord que l'acte, voilà, c'est pas une fin en soi. Malgré tout, c'est un mode de rémunération utile pour certaines tâches qu'on a à faire en tant que médecin généraliste. Mais effectivement, il faut diversifier nos modes de rémunération et on y va. Alors après, progressivement, évidemment, on y va, il faut insister de plus en plus. La ROSP permet une diversification de la rémunération pour des médecins isolés. Alors éventuellement en groupe, mais pas en maison de santé, pas de choses comme ça. C'est aussi un peu l'idée du forfait structure, qu'il a une espèce de capitation sur le nombre de patients qu'on a, le nombre, s'ils sont plus ou moins précaires, s'ils sont plus ou moins avec des pathologies chroniques ou quoi que ce soit. Parce qu'effectivement, pourquoi il n'y aurait que les gens en maison de santé qui bénéficient de rémunérations complémentaires? Il n'y a pas que eux qui veulent bien prendre en charge et s'intéresser aux déterminants de santé de leur population. Donc voilà, et on ne peut pas être tous en maison de santé, ça ne se prête pas à tous les territoires, ça ne se prête pas à tous les médecins. Il faut accepter que tout le monde n'ait pas cette envie d'exercer. Donc voilà, il faut utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Par contre, je souhaite que les institutions nous laissent le temps de les évaluer avant d'en créer des nouveaux. Parce qu'on a un peu l'impression que c'est la course à l'échalote et qu'il faut que chacun y mette un peu une pierre à son édifice. Non, laissez-nous le temps, quoi. Enfin. Je crois que, effectivement, je rebondis juste un instant là-dessus sur le temps, parce que c'est vrai que là, je ne l'ai pas dit, mais bon, le CPTS, vous avez peut-être entendu, c'est 1000 pour 2022, donc au pas de course, en sachant que sur certains territoires, parce qu'effectivement, vous avez sans doute vos maîtres de stage qui sont déjà très impliqués, si quand ils sont maîtres de stage, c'est le cas, vous serez vous-même les futurs ambassadeurs ou vigies sur les futurs territoires dans lesquels vous exercerez. Parce que voilà, c'est le jeu du syndicalisme étudiant, vous représentez cette partie de vos générations, mais il est très clair que dans certains endroits, il n'y a ni maison de santé pluriprofessionnelle, ni équipe de soins primaires, ni CPTS, ni rien du tout, et c'est compliqué par exemple de mettre en place une coordination territoriale quand on n'a pas préalablement vraiment le noyau dur de la coordination clinique de proximité dont je parlais, ou alors il faut faire les deux en même temps, mais bon, on voit bien que les choses s'enclenchent mal. Après, moi,
je ne pense pas qu'en réalité la capitation ce soit ce vers quoi on va. La diversification des modes de rémunération, ça c'est indéniable. Il faut également penser que dans la logique des CPTS, on aura probablement à un moment donné de la mutualisation de risques entre les professionnels qui exercent. Ça pour l'instant, c'est pas encore trop dit ni trop réfléchi, mais ça viendra probablement un jour. Quand on organise le soin non programmé, quid du patient qui se présente et frappe à la CPTS et qui malheureusement se tape son infarctus avant même d'avoir franchi la porte de la CPTS. Bon, on a quand même organisé une réponse au non programmé. On ne lui a pas donné une réponse, il n'est pas allé aux urgences, quelle histoire, quoi. Donc bon, tout ça, c'est pas encore pour l'instant évidemment le sujet, mais ça viendra sans doute. Et puis par ailleurs, il faut bien voir que vu le nombre de professionnels, vu la démographie des professionnels de santé, je pense que la rémunération à l'acte va être consacrés par nos décideurs et qui seront absolument certains, comme ça, que le nombre d'actes ne va pas diminuer parce qu'effectivement, c'est incitatif. Le paiement à l'acte a davantage en permanence davantage d'actes et donc c'est un levier important dans un contexte de pénurie médicale, en tout cas. Juste pour conclure, je partage votre point de vue, mais j'ai l'impression quand même que les choses évoluent dans le bon sens. Je pense que c'est peut-être une dernière marche à franchir, c'est-à-dire une reconnaissance vraiment du rôle du médecin généraliste de conseil et d'accompagnement. Donc moi je pense que c'est encore une étape supplémentaire, pas trop vite, comme le disait Marion, parce que il faut. Mais je pense que vous êtes, je pense, la génération qui va vraiment changer l'état de santé de la population dans son territoire, parce que vous allez vous impliquer dans cette évaluation des déterminants. Donc c'est une démarche, à mon avis, qu'il faudra que les instances aussi entendent du temps, pas du temps, mais à un moment ou à un autre, au départ, du temps à y consacrer, donc à voir quel format, mais je pense que ça fait partie des enjeux qui sont nécessaires si on veut vraiment donner un coup de levier, un coup d'accélération. Élise, je suis interne à Lille. J'ai une petite question sur la délimitation des territoires des CPTS. Comment est-ce qu'elle est organisée ? Alors, c'est une très bonne question. Ça dépend en fait des territoires. Pour l'instant, l'initiative est aux professionnels. Donc, ce sont eux qui arrivent avec un projet de CPTS et qui le formalisent autant que possible devant l'ARS, qui donne le feu vert ou non. Sur la base justement d'un territoire qu'ils ont dessiné sur une carte et qui leur parle en fait. Alors souvent, ce sont des territoires qui correspondent à d'anciens d'anciens territoires de garde, des coopérations existantes entre professionnels, parce qu'il y a un hôpital local et que c'est le territoire d'achalandise de l'hôpital local. Donc on est vraiment dans des territoires qui sont de configuration tout à fait disparates et différentes en fonction de l'endroit où on se trouve en France. Il y a des ARS qui sont très volontaristes sur la réalisation et sur la dynamique de création des CPTS, avec volontiers des conseils quant à dire attendez, là on ne veut pas avoir une zone blanche, donc merci de prendre aussi ce quartier de telle commune, parce que sinon on est foutu et on ne couvrira pas l'entièreté de la population. Et c'est vrai qu'il faut être très vigilant, parce que ça serait un risque en termes d'aggravation des inégalités territoriales de santé que de laisser un certain nombre de quartiers pour compte, au motif que justement les professionnels ne sont pas organisés sur ce territoire donné. Donc vigilance, mais en même temps actuellement, en fait, les choses se font, donc c'est compliqué à dire. On n'a pas un maillage complet. Il y a à peu près 400 CPTS, un peu plus maintenant, presque 500, donc la moitié de l'objectif de 2022 qui sont formalisés, de tailles différentes, etc. Donc compliqué. Merci. Alors moi, j'avais envie de vous poser une question, mais on va vous donner le micro.
c'était de savoir en fait comment, au cours de... Alors évidemment, vous avez des parcours différents et en termes d'ancienneté, mais est-ce que certains pourraient nous donner un retour d'expérience pour voir s'ils ont pu voir sur le terrain comment, dans quel cadre ou dans quelle situation ils ont pu voir des actions de santé publique menées au quotidien. Dans quel, ou est-ce que c'est quelque chose finalement que vous n'avez pas eu la chance de rencontrer pour l'instant? Donc il y a du travail. Il y a beaucoup de travail, oui. Et finalement, on parle des CPTS de façon un peu virtuelle, mais est-ce que certains d'entre vous, d'ores et déjà, ont l'idée de toute façon de s'installer demain dans une communauté professionnelle territoriale de santé, ou ont même des stages avec des professionnels qui sont dans cette dynamique? Il y en a parmi vous. Déjà, l'acronyme était connu de tout le monde, ou c'était pas le cas? Qui connaissait les CPTS, ou on en avait déjà entendu parler? Oui, donc quand même, c'est bien. Ouais. Bon. Ah ben. Moi, j'ai préparé des questions. Moi, j'ai préparé des questions. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer une hotline, un peu comme ce qui se fait pour les autres spécialités, si on a une question de santé publique, est-ce que ça vous avez déjà eu affaire à cela? La hotline santé publique, c'est ça? La hotline santé publique, moi j'ai l'impression que c'est l'ARS, mais je ne sais pas si c'est hotline. Pour moi, en termes de démarche de structuration de CPTS, de maisons, voilà, pour moi c'est les agences régionales de santé sur le territoire, éventuellement les délégations territoriales à niveau départemental. Pour moi, c'est eux qui normalement connaissent les textes, connaissent les mesures et peuvent vous accompagner et vous mettre en lien avec d'autres professionnels du territoire. C'est la réponse que j'apporterai, mais peut-être Marion. Pardon, j'allais juste le dire, ça dépend des territoires aussi beaucoup, parce que, en l'occurrence, ce qu'on entend par question de santé publique, je pense qu'il y a les plateformes territoriales d'appui. Quand on a un problème social avec un professionnel, on appelle ce qu'on appelle maintenant les dispositifs d'aide à la coordination, mais typiquement les plateformes territoriales d'appui d'hier se relabellisent dispositifs de coordination, d'aide à la coordination. Donc là, c'est très concret. C'est-à-dire, mince, en fait, voilà, vous avez la CEPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, qui est un interlocuteur non négligeable. Alors évidemment, ça dépend là encore des territoires, mais là, dans le contexte des CPTS, ils accompagnent, parce que de toute façon, ils contractualisent avec vous, professionnels de santé, enfin structure associative, et l'ARS. L'ARS, oui, son excroissance sous forme de délégation territoriale est non négligeable, puisqu'on le voit poindre, ce sont les unions régionales des professionnels de santé. Les URPS sont quand même très à la manœuvre, très en pointe sur la mise en œuvre des CPTS, souvent d'ailleurs de concert avec d'autres structures associatives, d'autres officines plus ou moins organisées au niveau national. Je peux penser, alors il y a Avec Santé, qui est en fait l'ancienne Fédération française des maisons et pôles de santé, qui est effectivement... Ah bon, en fait, alors vas-y, Marion. Non, mais effectivement, je pensais à la structuration associative nationale qui est avec, je recherchais leur nom au départ, mais c'est ça, qui au départ ne gérait que la partie maison de santé. Ils ont élargi au CPTS. Et il y a des représentations dans chaque région. Par exemple, ici en Rhône-Alpes, c'est la FEMAS-ORA, Fédération des maisons de santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui est de conseil et qui, dans chaque département, a un représentant qui est là pour accompagner les équipes à la construction, alors au départ des maisons de santé, mais aussi maintenant des CPTS, en termes de structuration, en termes de taille, en termes de juste d'échange avec des gens qui l'ont fait avant, en fait. Toujours pas de questions? Sinon, je continue. Alors, moi, j'en ai plein. Alors, est-ce que vous pourriez nous toucher quelques mots, je ne sais pas, au niveau de la santé publique, au niveau international? Est-ce que... Alors, peut-être plus précisément, c'est-à-dire...
la santé publique, souvent, quand on cherche l'international, on va très vite vers le Québec, qui est... le Canada et notamment le Québec sont des territoires desquels on s'inspire beaucoup en termes de formation, en termes de structuration, en termes de coopération. Donc c'est vrai que c'est un endroit où, par exemple, la place des soignants est complètement différente de la nôtre. On parlait tout à l'heure des infirmières azalées qui deviennent vraiment des partenaires vraiment quotidiens dans la prise en charge des patients. La place des infirmiers dans notre système de santé est loin d'être celle des infirmières québécoises qui, maintenant, ça commence, vont jusqu'à l'universitarisation, et il y a des professeurs d'université en sciences infirmières. Donc on commence là, tout récemment, à aller dans cette dynamique. Donc il y a, je dirais, des relations interprofessionnelles qui sont toujours intéressantes à explorer, même si les contextes sont différents. Après, les essais... si on compare avec d'autres pays anglo-saxons, le terme de responsabilité populationnelle, c'est aussi des éléments, mais peut-être que Sylvain aura une remarque plus actualisée, mais d'essayer de se dire qu'un médecin en Angleterre était dans son territoire un peu responsable de son bassin de population, et donc il avait justement à charge de vérifier la couverture vaccinale, d'en assurer le dépistage pour un certain nombre de choses. Donc c'est aussi des éléments inspirants, mais qu'il faut toujours adapter au contexte culturel et au contexte de fonctionnement de l'état de santé, du système de santé français. Donc ce sont des éléments qui nous aident, qui sont plus ou moins inspirants, mais j'ai l'impression que pour l'instant on sélectionne plutôt pas mal les meilleures choses de chacun des systèmes. Oui, d'autant que moi, j'ai sans doute souvent entendu que le Québec, en fait, souvent on a de bonnes idées en France, ça passe au Québec, c'est transformé concrètement, implémenté là-bas, et ça revient après en France. Donc en fait, oui, effectivement, la responsabilité populationnelle, c'est vrai que là-bas, ils l'ont considérablement investi à l'occasion d'une réforme systémique extrêmement importante, avec vraiment l'idée que l'ensemble des professionnels d'un même territoire, mais ils ont un territoire vaste, enfin très vaste, et voilà, donc il y a des enjeux aussi d'aménagement de ce territoire important. Nous, en fait, la question de structuration du niveau méso, en fait, c'est un terme un peu technique, mais c'est en l'occurrence le sujet qui nous importe ici. La structuration micro, c'est ce qu'on a mis, la coordination de patientèle, enfin de cliniques de proximité, maisons de santé pluriprofessionnelles, équipes de soins primaires, etc. La structuration macro, c'est en fait les politiques de santé au niveau de l'ARS, etc. Et on a une couche intermédiaire qu'on voit poindre à travers les CPTS et qui en réalité est un sujet qui est dans les pays de l'OCDE extrêmement partagé. Même en Angleterre, au sein du NHS, ils ont des difficultés à faire parler ce niveau intermédiaire de structuration méso. Et pour le coup, c'est vrai, c'est une rencontre entre de l'administration de santé, à condition que cette administration de santé probablement évolue considérablement dans sa manière de faire, d'agir. Et c'est pour ça qu'on parlait des délégations territoriales. Souvent, il y a aussi de la défiance dans certains territoires de la part des ARS à l'égard des professionnels libéraux. Et puis d'autre part, il faut aussi que ces professionnels de ville, plus largement, pas que libéraux d'ailleurs, mais viennent améliorer, augmenter leurs connaissances en santé publique pour qu'il y ait cette rencontre qui se fasse à l'échelon de pertinence, quoi. Eh bien, je vais vous dire un grand merci pour votre attention. Voilà. Et puis, je voudrais dire surtout un grand merci à nos intervenants que vous pouvez applaudir.